Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Il y a beaucoup de réactions à la perte. Lorsqu'un de nos parents décède, il y a très souvent un changement de vie. Et très souvent un désinvestissement affectif avec le conjoint et un renouveau. Alors oui, c'est très fréquent. La réaction à la perte, c'est majeur. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être là et d'accueillir mon invitée. Elisabeth Horowitz est installée sur les canapés, confortablement je l'espère. Très confortablement. Bon, très bien, merci, vous avez été bien accueillie. Ça va. Très bien accueillie également. C'est bien. Je ne voudrais pas que ça s'engramme dans votre ADN ou qu'il y ait du transgénérationnel dans quelques années en se disant on a tellement été mal reçus sur AVC. Non, pas du tout. Merci d'être là, on va parler de votre livre qui est absolument passionnant et alors je peux vous dire que ça va susciter quelques réactions. Mon corps généalogique, c'est aux éditions Trédaniel, chez Guy Trédaniel et Claudia, toute la famille Trédaniel que je salue au passage. Comment l'histoire familiale influence notre santé? Alors ça, on a beaucoup parlé du transgénérationnel et on sait à quel point ça peut impacter évidemment la santé. Mais de là à parler de modification dans l'ADN, hein, c'est ce que vous évoquez dans votre livre, oui. C'est assez fou de se dire que ça peut modifier les choses. Absolument, il y a je pense deux choses qui peuvent modifier l'ADN, c'est-à-dire des traumatismes non résolus. Et également, lorsqu'il y a beaucoup de ressemblances et de répétitions donc au niveau familial, c'est-à-dire lorsqu'il y a un niveau d'indifférenciation qui est relativement élevé, hein, c'est-à-dire il y a les mêmes prénoms, il y a les mêmes situations en miroir, il y a des répétitions. Et en fait, je pense que la vie nous demande d'être unique, mais lorsque notre arbre généalogique nous empêche d'être unique, c'est-à-dire nous oblige à répéter des situations déjà connues, nous oblige donc à retrouver à travers les prénoms, les dates, etc., des situations anciennes. À ce moment-là, il y a un cumul du semblable, en quelque sorte. Il y a des répétitions. Et à mon sens, ces répétitions, elles peuvent interférer au niveau de l'ADN, c'est-à-dire provoquer même des mutations. Alors, vous parlez évidemment du genre, garçon, fille, vous parlez des prénoms, vous parlez de la famille, vous parlez de l'impact de la mère, du père. Enfin, je veux dire, il y a énormément de chapitres très intéressants et qui vont nous permettre aussi d'y voir un peu plus clair. Oui. Et je vous disais hors antenne, et je pense que vous n'allez pas me contredire là-dessus, c'est que quand on voit, par exemple, des situations comme des accompagnements parfois thérapeutiques, sur du transgénérationnel, au travers, par exemple, de constellations familiales. Oui. Je me dis que quand on a une vingtaine d'années, qu'on s'intéresse à ces sujets-là, qu'on n'a pas envie de démarrer dans la vie avec quelques parpaings aux pieds, quelques fardeaux un peu difficiles, on devrait tous faire ce travail, commencer sa vie d'adulte en ayant fait un travail transgénérationnel. Tout à fait. Je pense que plus on le fait jeune, mieux c'est, effectivement, parce qu'on va se libérer tout de suite. Alors effectivement, dans la psychogénéalogie, les constellations, c'est une partie. C'est une théâtralisation, en fait, de certaines situations familiales. Et pour se délivrer des traumas, éventuellement même des secrets, parce qu'il y a des secrets qui peuvent émerger aussi dans les séances. Donc je pense effectivement que quand on est jeune, si on sent que on a ce poids familial, que on a souffert, et a fortiori lorsqu'on a subi des abus sexuels, parce que je dois quand même dire que les abus sexuels, on parle du corporel, les abus sexuels sont extrêmement fréquents dans les familles. Les chiffres actuels, c'est un enfant sur 5 en Europe a été abusé sexuellement, soit par quelqu'un dans sa famille, soit par quelqu'un qui gravitait autour de la famille. Hein, ça peut être les amis intimes des parents, les collègues de travail ou même des coachs. Bon. Et donc, cette préemption du corps, ça peut être des attouchements, mais ça peut être aussi des viols répétés pendant plusieurs années. Lorsqu'on a subi donc, ces blessures-là, effectivement, il est essentiel très tôt, non seulement peut-être de faire une analyse, mais d'aller faire des constellations
pour remettre en scène et se libérer. Viens dans les événements, viens participer, viens faire l'expérience et après discute. C'est une expérience de dingue. Chaque être humain devrait vivre ce genre d'expérience. Je suis rincé parce qu'on connecte à pas mal de choses, mais ça peut se faire aussi en douceur. Et à son rythme, de respecter ses limites, de respecter vos propres croyances. J'étais très apaisée, enfin j'ai lâché à ma manière, mais en tout cas je me suis évadée. L'idée de nos événements, c'est vraiment la libération de tout ce que vous avez plus envie de traîner avec vous. J'ai l'impression qu'on m'a passé sur le corps avec un bulldozer. Applaudissements pour tout le monde. Voilà. C'est vraiment comme un nettoyage en fait. Vraiment. Comme tu le disais, tu repars neuf. Je me suis libérée de fardeaux, de choses que je pensais avoir résolues pourtant. Et j'ai entendu, c'est fini. Le travail commence dès lors que vous cliquez pour acheter votre participation. En physique quantique, on sait très bien que dès lors, par exemple, tu souffles comme ça a un impact à l'autre bout de l'univers. Donc je dis rien de nouveau là. Je me suis sentie accouchée à nouveau de mes 2 filles. Elles étaient juste à côté de moi. Ok. Et quand je les ai vues arriver, je me suis dit oh là là, oh là là. Et Grégory, il a posé sa main. J'ai eu la sensation qu'il me faisait une péridurale. Une expérience mais unique. J'en tire que des bons souvenirs. On sait très bien que ces différents challenges de vie s'engramment dans nos cellules, dans nos corps énergétiques, parfois dans le corps de lumière. Donc l'idée, c'est d'aller nettoyer ça pour pouvoir libérer, en fait, faire de la place. Je me suis reconnectée à tellement de choses durant la journée. Je me suis reconnectée à mon cœur, je me suis reconnectée aux autres. J'ai été émue à différents moments de la journée. C'est une expérience qui peut que vous apporter, il y a un bon encadrement. Comme je le dis souvent, la vie c'est un parcours, c'est un jeu, Fabien le dit souvent. Et la paix intérieure, c'est la clé d'accès au bonheur. Moi, j'ai entendu des thérapeutes installés sur ces canapés nous dire que, consciemment ou inconsciemment, nous avons tous été abusés. Et je vais vous donner un exemple, moi, qui m'a choqué. Et cette dame me dit, vous savez, quand vous êtes bébé sur la table allongée et qu'on vous change, eh bien, en fonction de la réaction que nous avons au moment où on change bébé, avec tout l'amour qu'on peut avoir, évidemment, et sans... c'est une manière d'abuser de son enfant, qui peut engrammer dans son inconscient le fait que vous ayez une réaction parce qu'il il faut lui changer sa couche, etc., etc. Ça peut impacter, paraît-il, d'après certains thérapeutes. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense, oui. Ça peut même être inconscient, c'est-à-dire des parents qui ont eux-mêmes été abusés et qui l'ont oublié, parce qu'il y a aussi de l'amnésie traumatique, qui l'ont oublié ou qui l'ont refoulé, en fait, peuvent passer à l'acte de manière totalement inconsciente. Et c'est vrai qu'il y a des abus sexuels qui commencent très tôt. Bon, les nourrissons, c'est des cas exceptionnels, mais à 3-4 ans, les enfants qui sont abusés sexuellement, Alors, vous êtes évidemment thérapeute spécialisé en psychogénéalogie. Alors, vous avez beaucoup écrit sur le sujet, évidemment. Vous avez fondé l'Association française de psychogénéalogie. Et il y a évidemment ce livre qui est en 5 parties. Et moi, je suis tombé. Il y a certains trucs où je me suis dit waouh, mais ça va jusque-là, quoi. On parle par exemple, alors on va prendre quelques détails. Vous parlez notamment des prénoms. Du prénom. Et vous dites qu'effectivement, le prénom choisi ou hérité porte une charge symbolique qui influence l'identité, évidemment, et parfois jusqu'à la santé. Il n'y a pas que le prénom, il y a aussi le nom de famille, avec les lieux de l'enfance qui contiennent là aussi des mémoires de la lignée. Donc ça veut dire que quand on nous dit que l'âme, alors je ne sais pas si ça vous parle, l'âme choisit le prénom, et que ce ne sont pas les parents qui choisissent le prénom. Donc comment est-ce que vous pouvez affirmer ça, puisque si c'est l'âme qui choisit, ce n'est pas le choix des parents, en l'occurrence? Oui. Alors après, ce sont des questions métaphysiques, effectivement. C'est difficile de prouver certaines choses à ce niveau-là. Ce sont des hypothèses de travail. Ceci étant, c'est vrai qu'on peut avoir les mêmes prénoms, mais pour des raisons différentes. Voilà, donc ça dépend qui l'a choisi, qui a choisi le prénom, dans quelles circonstances, est-ce qu'il a déjà été porté. Voilà, alors dans certains cas, les prénoms contiennent aussi des secrets. Je pense par exemple à 2 consultations, un homme et une femme. L'homme portait sans le savoir le prénom de l'amant de sa mère,
Et puis une dame qui portait donc le prénom de la maîtresse de son père, qu'il aimait toujours d'ailleurs. Donc on voit bien le glissement en fait du vécu des parents ou des grands-parents, même des oncles et tantes parfois, au niveau du prénom. Donc il y a pas mal de secrets là aussi. Sur les prénoms androgynes? Alors il y a des prénoms androgynes qui témoignent en fait du fait que les parents étaient peut-être insatisfaits lors de la naissance de leur enfant. Ils auraient voulu qu'il soit d'un autre sexe. Ça arrive très très souvent. Hein. Voilà. Et quelquefois, l'enfant est chargé de combler la partie narcissique du parent, imaginant qu'un parent, une mère, les grands-parents voulaient un garçon à sa place, elle va vouloir un fils, obligatoirement parce que c'est l'enfant qu'on attendait pour elle. Donc l'enfant va combler une faille narcissique, va lui permettre de restaurer. Voilà, donc effectivement, il y a des désirs inconscients quant au genre. Voilà. Et où ça peut impacter alors justement cet enfant sur le plan de sa santé, de son évolution, voire de son ADN? Alors ça va impacter, ne serait-ce que dans les choix pré-sentimentaux et l'orientation sexuelle. Parce que par exemple, si vous êtes une femme et que l'on vous a donné un prénom androgyne, on attendait un garçon, ça va forcément influer sur votre attirance. Exemple, Frédéric. Oui, Frédéric, voilà, Frédéric, ou Pascal, ou Dominique. Ce sont des prénoms androgynes qui laissent penser effectivement que les parents, des fois c'est un des parents ou c'est les deux, voulaient un enfant de l'autre sexe. Et donc on se vit comme l'enfant idéalisé par le parent. On a en quelque sorte la nécessité d'obéir au désir parental pour être aimé, simplement pour être aimé. Voilà. Et forcément, ça va influencer nos choix par la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller déjà enquêter auprès de ses parents ou demander éventuellement s'il y avait ce désir de « Oh, mais tu voulais un garçon ?» et en fait, oui, ça peut être ça. On peut déjà commencer par là? Mais déjà, d'où vient le prénom? Est-ce qu'il a déjà été porté dans la famille? Est-ce que c'est le prénom de personnes qui gravitaient autour de la famille? On parlait tout à l'heure des collègues de travail, des amis intimes, des parents, etc. Ça peut être des collatéraux, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Mais c'est toujours intéressant de savoir d'où vient notre prénom. Parce que le prénom, c'est aussi un petit peu une destinée. Ça va nous encourager à vivre certaines choses. Et effectivement, les prénoms androgynes témoignent en général du désir parental d'avoir un enfant, qui soit du sexe opposé ou qui soit sans sexe, en fait. Qui soit véritablement androgyne, c'est-à-dire qui soit, en fait, la fusion des deux sexes. Mais ça, du désir des parents? Oui, que l'enfant n'ait pas une orientation sexuelle affirmée. Mais quel parent peut souhaiter ça? Parce qu'il y a eu des traumatismes dans l'arbre généalogique. Parce qu'on était un homme, il y a eu des traumatismes. Ou parce qu'on était une femme, il y a eu des traumatismes. Alors pour les femmes, ça peut être des viols, ça peut être aussi le fait d'avoir des décès à l'accouchement. Pour les hommes, c'est d'être mort à la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, il peut être, dans l'histoire familiale, il peut avoir été dangereux d'être un homme ou une femme. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de choix et il y a cette fusion des identités par la suite. Alors, puisque vous parlez de fusion, de relations, il y a évidemment le côté mère, le côté père, ça c'est important. Et quand je disais que ça peut impacter, c'est d'ailleurs votre titre, hein, l'histoire familiale qui influence la santé, voire notre ADN, vous parlez du côté fusionnel qu'on peut avoir, enfin le relationnel qu'on a avec la mère et qu'on a avec le père. Et vous dites une relation tendue pour le coup, donc à l'opposé du côté fusionnel, avec la mère, augmente le risque de maladies graves. Oui, c'est vrai. Chez l'adulte. C'est vrai. Ça aussi, c'est prouvé? Oui, c'est prouvé et on voit bien que la relation à la mère, c'est totalement fondamental. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas été assez aimé par notre mère, lorsqu'on a été rejeté, voire lorsqu'on a été maltraité aussi verbalement ou autre, eh bien c'est notre rapport au monde qui est vraiment qui est en difficulté parce que la mère, c'est notre univers, c'est notre premier univers. Et de la qualité de la relation qu'on a eue avec elle va dépendre la relation qu'on a avec soi-même et la relation aussi qu'on a avec les autres. Notre confiance dans l'existence, notre capacité de réussir, notre capacité à prospérer. Tout ça, ça vient de la relation avec notre mère au départ. Et tout ça génère éventuellement, s'il y a un déséquilibre où on n'est pas suffisamment aligné justement avec cette relation à la mère, engendre ces fameuses maladies?
Ça engendre, effectivement, on voit que, par exemple, lorsqu'on a été vraiment, je dirais, quasi abandonné par la mère ou maltraité, il y a des addictions qui se mettent en place assez jeunes. L'addiction au risque, l'addiction à l'alcool et même à la drogue, hein, très très tôt. C'est-à-dire que moins on a eu d'amour, moins on a eu d'attention, moins on a eu de réconfort de la part de la mère, plus on est à risque corporellement, hein, puisque justement on n'a pas cette base solide pour après avoir suffisamment confiance. Là aussi, j'imagine toutes les mamans qui sont parfois un petit peu dans le désarroi de voir leurs enfants et le fait qu'elles n'arrivent plus peut-être à maîtriser une situation ou les addictions de leurs enfants, se dire, il y a beaucoup de parents qui se disent, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que je n'ai pas vu. Oui, mais c'est assez culpabilisant. C'est culpabilisant et je ne rejette pas les fautes sur les mamans. Bien sûr. Bien évidemment, parce que la majorité sont en difficulté à l'heure actuelle, étant donné qu'il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations. Les conjoints, souvent, s'éloignent ou refont leur vie. Donc, on voit qu'il y a énormément de familles monoparentales. Et effectivement, les mères ont une énorme charge. Elles sont obligées de travailler pour assurer le foyer. Mais en tout cas, vous dites que quand certains enfants ont des addictions, il est probable que ça peut être engendré par la non-relation qu'il y a pu y avoir, saine en tout cas, avec la mère. Oui, tout à fait. Lorsqu'il n'y a pas eu cette base solide, soit la mère est indifférente, soit elle n'avait pas assez de temps à consacrer aux enfants, surtout lorsqu'il y a une famille nombreuse. Alors, il y a beaucoup de cas de figure, mais en général, effectivement, si on n'a pas cette base solide d'amour, d'attention, d'amour inconditionnel, eh bien, c'est déjà même une mère indifférente ou voilà, une mère qui ne comprend pas les besoins de son enfant. Effectivement, ça va avoir des conséquences. À l'inverse, une mère omniprésente, ultra fusionnelle, ça n'est pas que du bon. Absolument. Et dans les deux cas, ça crée un attachement. Parce que lorsqu'on a été abandonné, quasi abandonné, ou pas suffisamment vu et aimé, effectivement, ça crée un attachement. Parce qu'on va tout le temps rechercher, finalement, même à l'âge adulte, l'amour de la mère. Et si on est dans une relation fusionnelle, on est déjà dans cette fusion. On est déjà, en quelque sorte, prisonnier de cette relation, sans avoir la possibilité d'aimer d'autres personnes. Dans les deux cas de figure, on a cet attachement. Oui. Alors, la relation à la mère, il y a la relation au père. Il y a la relation au père. Vous parlez de la relation au père, notamment avec votre père. Avec le mien, je ne sais pas. Non, vous dites que peut-être votre père qui était constamment tendu, il suffisait d'un rien pour qu'il devienne violent. Ah, c'est peut-être moi, mais c'est peut-être d'autres cas aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pères qui sont dans ce genre d'attitude, effectivement. Bon, déjà, il faut dire que les pères ont des défis socio-économiques qui sont beaucoup plus importants que les mères, enfin. Ouh là là, vous n'allez pas vous faire que des amis en disant ça. Hein. Pourquoi ? Aujourd'hui, je veux dire, professionnellement, les femmes sont souvent... mais c'est quand même assez vrai dans la psychologie masculine. Je veux dire, le travail, la réussite, combien d'argent on peut gagner, etc. C'est quand même des questions qui sont fondamentales pour les hommes, encore maintenant. Alors, je ne dis pas qu'elles ne le sont pas pour les femmes, mais elles sont vraiment fondamentales. Ce qui explique, en fait, que comme il y a cette tension sur les sujets socio-économiques, sur le statut social, sur le prestige, sur la réussite financière, etc. Donc, c'est ça qui vient en priorité. Et ça crée aussi, de l'anxiété, ça crée une certaine tension. Ce qui peut expliquer aussi que dans la relation aux enfants, ce soit peut-être un peu moins facile parce que tout simplement, on doit assurer d'autres choses. Et donc, parfois, les enfants se sentent un peu moins aimés ou un peu moins considérés parce que le père a toutes sortes d'anxiétés, justement, qui ne sont pas du registre forcément familial, mais qui sont créées qui sont du registre sociétal, en fait. De votre expérience, de tous ceux tous ceux que vous avez accompagnés, que vous accompagnez, majoritairement, c'est plus un problème avec la mère ou avec le père, en règle générale ? Je pense que c'est plus un problème avec le père. Ah oui ? Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont divorcé, les enfants voient très peu le père, il s'est remarié,
Donc il y a ces rivalités avec la nouvelle famille qu'il a pu créer. Le père est éloigné, il est vu rarement. Quand il est vu, il faut reprendre les relations un petit peu là où elles se sont arrêtées. Donc je pense que c'est beaucoup plus par rapport au père. Alors justement, ces couples qui sont séparés, qui refont leur vie, chacun de leur côté, là aussi vous parlez de ce que vous appelez justement le partager une identité avec un ascendant ou un conjoint, ces couples qui refont leur vie et vous vivez effectivement avec un beau-père ou une belle-mère et vous dites que même si c'est symbolique, ça compromet aussi l'équilibre personnel de l'enfant. Oui, parce que dans l'idéal, effectivement, tout enfant devrait pouvoir vivre avec ses deux parents. Et lorsqu'il y a des ruptures, même assez jeunes, que l'enfant donc est séparé d'un des deux parents, eh bien effectivement, ça va lui créer des difficultés, d'autant si les parents se remarient, même chacun de leur côté, et ont d'autres enfants. Hein. Donc, effectivement, ça complexifie de beaucoup... voilà, les... Mais vous savez que quand on vous lit, Elisabeth, personne, tout le monde est atteint. Bien sûr. Non mais, c'est vrai. Dans le transgénéral, tout le monde coche au moins une case. Et moi inclus, je vous rassure, vous aussi, je ne suis pas en dehors. Non mais vous aussi. Non mais c'est fou. Parce que toutes les situations que vous évoquez dans le livre, personne ne peut se dire « moi ça ne me concerne pas parce que tout va bien dans ma famille, dans mon couple, dans ma vie, avec mes enfants, etc. etc. » Il y a au moins un chapitre qui correspond à une situation de vie qu'on vit. Oui, tout à fait. C'est très riche, le transgénérationnel. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre, en fait. C'est de comprendre la structure de laquelle on vient et comment elle fonctionne. Et c'est ça, je pense, aussi le travail d'éveil. C'est de savoir, donc, ce qui nous a construit, de quelle manière, les carences, évidemment, affectives qu'on a pu avoir, qu'on a tous plus ou moins, mais c'est pas très grave à partir du moment où on s'en occupe en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, dans très jeune, si on prend conscience de tout ça, de se dire mais c'est ça en fait le vrai travail d'analyse par rapport à soi-même, et c'est ce qui va nous permettre d'aller bien par la suite en fait. Et vous dites, dans le titre d'ailleurs, vous dites que la phrase c'est comment l'histoire familiale influence d'abord notre santé et l'ADN et comment guérir. Oui. Parce que fort heureusement, quand on fait l'énumération de tout ce qu'on vient de dire et où on se dit « nom de Zeus, ça va pas chez moi » où il y a une problématique, il y a des solutions. Oui, bien sûr. Et vous parlez de guérison même. Je parle de guérison parce qu'effectivement, c'est un constat, on a fait un constat, voilà, j'ai souffert de... Mon père a quitté le foyer, j'avais tel âge, j'ai manqué de telle et telle chose... Voilà, il y a tous ces puis il y a des événements qui se sont passés dans notre histoire. Pas seulement d'ailleurs au niveau de nos parents, au niveau de nos grands-parents et de nos oncles et tantes. Hein, là, on parlait juste du couple parental, mais c'est évidemment beaucoup plus vaste. Il y a des événements heureux aussi, hein, bien sûr. Oui. Et heureusement, il y a des réussites, il y a des aptitudes, il y a des vocations, il y a beaucoup de choses aussi qui nous sont transmises dans le positif. Mais effectivement, après, au niveau des liens, au niveau des formes d'amour, il y a des choses à analyser, c'est certain. C'est sûr. Alors, dans le livre, il y a évidemment des cas précis de situations. Et puis, vous avez également évoqué des situations avec des personnalités que l'on connaît. Oui. Je prends par exemple sur la thématique des secrets de famille, parce que je crois que quand on parle du transgénérationnel, s'il y a bien un thème qui revient là-dessus, c'est bien les secrets de famille, régulièrement. Les secrets de famille, et vous parlez d'un acteur américain que tout le monde connaît, Jack Nicholson. Moi, je ne savais pas ça. D'accord. Alors, Jack Nicholson, il découvre à 37 ans que sa sœur, c'est en réalité sa mère. C'est ça. Voilà. Révolution, évidemment, qui va bouleverser son arbre généalogique et qui coïncide avec le décollage de sa carrière. Alors, alors... D'abord, quand on se retrouve face à une réalité comme celle-ci, suite à ce secret de famille, quel impact ça peut avoir sur notre santé et sur notre ADN? Parce que là, c'est un bouleversement incroyable quand on a une info comme ça. D'ailleurs, parce que Jack Nicholson, lui, il a pris par hasard. Parce qu'en fait, quand le film Chinatown est sorti, c'était dans les années 70, la presse américaine a fait une enquête sur sa famille, est allée donc dans sa ville natale, dans le New Jersey. Et en fait, ils se sont rendus compte, en interviewant un petit peu tout le monde, que c'était pas du tout la biographie officielle qui était communément acceptée, en fait. Donc, ils découvrent par la presse que, effectivement,
que celle qui s'était fait passer pour... Enfin, celle qui croyait être sa mère était en fait sa grand-mère. Elle avait fait un faux certificat de naissance dans sa jeunesse. Donc, officiellement, il était son fils. Et sa mère, sa véritable mère, était sa sœur avec qui il avait 16 ans d'écart. Donc, effectivement, là, c'est le choc. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que à partir du moment où il y a la découverte de ce secret, ben, sa carrière a décollé. C'est-à-dire que ça a quand même libéré d'un secret sur l'affiliation qui était extrêmement grave, puisque finalement, l'ordre générationnel auquel il croyait était faux. Et quand on vit sur des idées qui sont fausses, en fait, sur l'idée que notre généalogie est telle, mais ce n'est pas vrai, effectivement. Alors, je pense qu'on est prisonnier, effectivement, de faux semblants, et il est très, très important de... Donc, notre famille, c'est une hypothèse. Nous devons toujours vérifier que nos parents sont bien nos parents. Mon Dieu. Dans un certain nombre de cas, notre père n'est pas notre père. Dans certains cas aussi, notre mère n'est pas forcément notre mère. Ça aussi, ça m'est arrivé dans les consultations. Quelquefois, nos frères et sœurs sont nos demi-frères et sœurs. Donc, c'est une hypothèse, effectivement. Est-ce que quand on a le sentiment que tout va bien, est-ce qu'il est nécessaire d'aller remuer tout ça? Non, quand tout va bien... Non, mais on pense que tout va bien. Si objectivement tout va bien, que vous êtes content intérieurement de votre vie, que vous êtes heureux en couple, que la relation avec vos enfants est très bien et que vous réussissez dans votre travail, vous allez me dire ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de si. Mais bon, si vous sentez que je vois pas pourquoi, effectivement, on irait forcément enquêter sur la famille. Par contre, effectivement, lorsqu'on a des échecs à répétition, là, je pense par exemple à une dame qui m'a consultée, qui a eu des échecs sentimentaux et qui découvre, parce que son père vient de mourir, ce n'était pas son géniteur. Hein, voilà, donc là, ça remet en cause non seulement l'identité du père, mais toute la branche paternelle, au fond, qu'elle ne connaît pas. Elle a certainement les frères et sœurs de son père biologique, les demi-frères et sœurs s'il avait d'autres enfants, etc. Donc, et qu'est-ce que ça fait, justement, l'impact sur la santé et l'ADN? Le fait d'apprendre comme ça cette nouvelle? Alors, je pense que c'est totalement libérateur, en fait. Ça peut nous guérir de maladies, ça peut nous guérir de la dépression aussi, ça peut nous guérir de l'insomnie. Attendez, le fait de savoir? Oui, le fait de savoir, oui. Je pensais que l'impact de l'information, du secret de famille révélé, était extrêmement néfaste. Non, au contraire, c'est libérateur. Parce qu'en fait, c'est la vérité qui libère. C'est la vérité, voilà. C'est la vérité qui libère... Sauf qu'au premier abord, quand vous apprenez l'information... Ça dépend comment on l'apprend, en fait. Oui. Parce que là, par exemple, dans le cas de Jack Nicholson, lui, il a appris par la presse. Donc, c'est quand même un choc. Parce que tout le monde était au courant. En plus, il y a des millions de gens qui l'ont appris en même temps que lui. En ouvrant le journal, un beau matin, en 74, ou voilà. Non, là, c'est le choc. C'est un choc collectif. Et voilà. Mais après, ça dépend quel secret. Il n'y a pas de généralité. Ça dépend quel secret de famille vous pouvez apprendre... que vos parents avaient des relations extra-conjugales, vous ne le saviez pas. Bon, mais ça dépend comment vous l'apprenez. Voilà, qui vous le confie et à quel âge? Quel âge vous avez à ce moment-là? Oui, parce que alors, si on prend par exemple, et vous l'évoquez sur les secrets de famille, vous parlez du lien toxique, parce que vous prenez l'exemple de Laurie. Laurie, elle a 6 ans, et elle devient la confidente de son père qui, lui, a des adultères, adultère. Et donc... ça génère chez elle, vous dites, de l'anxiété. Ah oui. Ça génère évidemment de la culpabilité et ensuite des dépressions pour l'enfant. Alors 6 ans, évidemment, je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent de la part du père d'être confident. Mais et ça, on peut le comprendre. Mais j'entends souvent des mères de famille qui sont presque copines. Il n'y a plus le lien nécessaire entre la fille et la mère. Et ce lien, il s'est réduit, et elles sont tellement complices qu'elles en deviennent copines. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ou pas? Non, ce n'est pas une bonne chose, effectivement. Puisque le danger, c'est que le couple va être entre la mère et la fille. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas y avoir de complicité, c'est pas ça. Mais de là, effectivement, à fusionner, ce que ça va avoir comme conséquence, c'est que pour la fille, elle va avoir des difficultés à former un couple, parce qu'il y a déjà le couple avec la mère. Donc, dans les relations après conjugales, ça peut poser problème. Et après, on peut se poser la question, pourquoi je suis en échec
effectivement, au niveau sentimental, parce que je suis déjà en couple avec ma maman, en fait, qui m'oblige à passer énormément de temps avec elle. Je suis peut-être sa confidente, une espèce de parentification. Ou voire même, où on voit parfois des mères qui s'habillent comme les filles. C'est ça. Je trouve ça... Enfin, moi, je suis choqué par ça, en fait. C'est ça, il y a un collage de générations. Oui. Et là, effectivement, il y a quelque chose un petit peu de contre-nature dans la mesure où l'ordre des générations n'est pas respecté, cette distance aussi, où chacun doit vivre sa vie. J'ai découvert également dans votre livre, Elisabeth, ce que vous appelez le concept de l'horloge généalogique, avec l'exemple du fils de John Lennon. Alors, décrivez-nous ce qu'est ce concept de l'horloge généalogique. Alors, l'horloge généalogique, c'est un temps généalogique qui est propre à notre lignée, à notre famille. En fait, il y a des âges marqueurs, c'est-à-dire des âges qu'avaient nos parents et nos grands-parents lors d'événements importants. Lors de traumatismes aussi. Je vais prendre un exemple. Imaginons que mon père est mort à 50 ans. Bon, voilà un âge marqueur. Et moi, quand je vais arriver à 49 ans, voire presque 50 ans, je peux avoir l'émergence d'un symptôme, peut-être le même symptôme que lui, s'il était malade. Je peux faire une réaction. Donc, je peux faire une réaction physique. Tout à coup, je suis angoissée. Ou je peux avoir des difficultés dans certains domaines de ma vie parce que j'atteins l'âge critique qu'a eu mon père au moment de son décès. Donc ça, effectivement, tout ce qui relève du temps généalogique, c'est-à-dire que la psyché fonctionne avec des nombres, et va réagir aux nombres. Et va réagir aux dates aussi, non seulement aux âges, mais aussi aux dates. Ce qu'on appelle le syndrome anniversaire, à certaines dates qui sont importantes. Et là, dans le cas de John Lennon, c'est tout à fait vrai, parce que John Lennon avait 17 ans et quelques mois quand sa mère est morte, en fait. 17 ans et 9 mois en 58. C'est ça. Sa mère est morte, elle a été, je pense, plus ou moins, elle a eu un accident sur la chaussée, c'était à Londres, et elle est morte, donc. Et John avait 17 ans et il n'a plus jamais voulu en parler. C'était tellement, tellement grave. Et quand son fils, à la génération suivante, donc a eu 17 ans et 8 mois, fait exactement le même âge. En 1980. C'est lui, John, donc, qui se fait assassiner. Donc là, il y a je dirais, cette horloge, cette mécanique interne à la généalogie, là, on le voit bien avec certaines célébrités, dont lui. Justement, c'est vraiment un exemple... Flagrant. Parlant, flagrant et parlant. Alors c'est vrai que quand encore une fois, il ne s'agit pas, c'est toujours intéressant d'avoir un livre comme ça pour avoir des pistes de réflexion. Oui. Il ne s'agit pas d'analyser tout dans sa vie en fonction de ce que vous écrivez. Parce que sinon on va vite devenir fou et on va vite se dire qu'on a obligatoirement un problème. Ou plusieurs. Ou plusieurs. Peu importe, on a tous des problèmes, c'est la vie. C'est la vie, on vient tous de configurations généalogiques particulières qui se sont édifiées avec le temps. Il peut y avoir un seul genre représenté, il n'y a peut-être que des garçons, que des filles, on peut avoir beaucoup d'écart d'âge, on peut être enfant de remplacement, il y a tellement de configuration familiale. Voilà, il y a l'âge qu'avaient nos parents, nos grands-parents quand ils se sont mariés, leur vie sentimentale avant de se marier, leur trajectoire professionnelle. Il y a tellement de choses. Donc, inévitablement, nous sommes influencés. Et de même qu'on peut s'intéresser dans la vie à différents sujets, je pense que le premier sujet, c'est d'où on vient, d'où venons-nous, voilà, de quel système, en fait, de quel système familial, il y a quoi dans ce système, en fait, comment il est composé, qu'est-ce qui peut nous poser comme difficulté. Et avec le temps généalogique, on peut les anticiper, dans le sens que, par exemple, justement, quand on va arriver à un âge marqueur, on peut se dire, attention, je prends un autre exemple. Imaginons que ma mère a divorcé à 35 ans. Bon, moi, quand je vais arriver à 34 ans, je peux avoir, de façon inconsciente, l'envie de quitter mon mari. Mais si je l'ai analysé avant, je vais me dire, ah ben là, il y a un âge marqueur, effectivement, ma mère s'est séparée, donc moi, il y a un danger quand même que la situation se répète. Donc, je vais faire attention. Peut-être à ne pas céder à une relation extra-conjugale, à ne pas partir sur un coup de tête, ou me dire, mais au fond, pourquoi je suis en train de désinvestir mon foyer? Est-ce que je suis aux prises justement avec ce transgénérationnel? C'est ça qui est intéressant, c'est l'anticipation aussi, le fait de pouvoir se soustraire aux modèles qui nous ont formés et de retrouver notre liberté. Est-ce que vous me permettez de vous poser une question personnelle? Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez du coup
travaillé, coupé, anticipé dans votre vie personnelle pour ne pas qu'il y ait ce schéma répétitif dont vous parlez? Alors moi, je n'ai pas voulu me marier et avoir d'enfants. Ok. Donc c'était complètement, en fait, anticonventionnel dans ma famille, où il y a toujours eu, voilà, les mariages, les naissances. Et moi, je voulais... alors c'est vrai que dans ma famille, je me suis toujours sentie décalée intérieurement. Je me suis très tôt intéressée, alors au début, pas à la psychologie, mais à l'ésotérisme, ce qui était là aussi un petit peu anticonformiste. Puis après, la psychologie. Et je pense que j'ai une trajectoire complètement différente. J'ai pris très tôt conscience que je ne pouvais pas vivre comme mes parents et mes grands-parents. Alors, si on analyse le fait de ne pas vouloir vous marier et de ne pas vouloir d'enfants, oui. Qu'est-ce que ça dit du transgénérationnel? Oui, c'est aussi une influence. Bien sûr, ça peut être une réaction. Hein. C'est-à-dire qu'on est, en général, soit dans l'imitation, soit dans la réaction à certains modèles. Donc, réaction pour vous? Donc, réaction, ça peut être une réaction. Comme je disais, ce sont des processus, mais le tout, c'est de les comprendre, en fait. Alors, vous l'avez compris? Oui, oui, bien sûr. Ben, je pense quand même, un petit peu. Et donc, vous voulez bien nous dire pourquoi? Ben, je pense que je ne voulais pas... je voulais, en fait, être une femme libre, ce qui n'existait pas dans ma famille, vivre ma vie, voyager, écrire, il faut beaucoup de temps pour ça. C'est vrai. Et être une femme... je suis peut-être l'héritière aussi des années 70, finalement, parce qu'il y a... Il faut dire aussi que l'arbre généalogique vit au sein d'une société. Hein, c'est-à-dire, il y a des courants de pensée, il y a des idéologies. On est forcément influencé. Il y a l'aspect transgénérationnel, mais il y a l'aspect sociétal aussi, d'une génération à l'autre. On le voit très bien. Par exemple, si je regarde ma vie par rapport à celle de mes grands-parents, mais ça n'a absolument rien à voir. Et parfois, heureusement. Et parfois, heureusement. Et parfois, heureusement. Donc, est-ce que vous avez dû vous justifier auprès de votre famille? Alors non, parce que je viens d'une famille où les personnes étaient relativement indifférentes. Ils m'ont laissé absolument faire ce que je voulais. Bon, tant mieux. Non, c'est le contraire d'une famille possessive où là, on est contrôlé, etc. Ouais. Non, non. Moi, ils me sont dit, bon, elle est étrange. Et donc, vous avez dû leur expliquer que, justement, vous étiez en réaction à ce que, dans la lignée de votre famille, il était... usuel de faire? Alors, je ne leur ai pas expliqué, mais je pense qu'ils l'ont compris assez tôt, puisque je pense que les personnalités se distinguent relativement jeunes, en fait. Ouais. Hein. À l'adolescence, on sait déjà plus ou moins qui on est. Donc, ils se sont dit, bon, c'est un petit peu en décalé, donc bon, voilà. C'est le vilain petit canard de la famille, Elisabeth, elle fait rien comme tout le monde. Non. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils voilà, ils ont dû se dire ça. Alors justement, vous parlez, et c'est le chapitre 19 de votre livre, on parle de la famille, on parle des relations, vous parlez des réactions à l'alliance, on parlait du mariage aussi qui est très important. Le mariage réactive des mémoires et peut susciter des troubles physiques ou des deuils en miroir. Oui, alors ce que je tiens à dire déjà, vous voyez, il y a trois choses lorsqu'on analyse l'arbre généalogique. Je vais venir tout de suite à votre question. Il y a, si on a des problèmes de santé, qui soient cardiaques, digestifs, dermatologiques, peu importe, qu'on souffre d'anxiété, de dépression, ce qui est important dans un premier temps, c'est de raccorder notre symptôme à quelque chose qui a déjà existé, c'est-à-dire qui portait ce symptôme. Donc rechercher qui dans la lignée avait ça. Voilà. Bon, déjà ça, c'est fastidieux comme travail. Hein. Pas forcément, on peut monter un arbre généalogique relativement rapidement. Vous allez noter donc en dessous de chaque personne les problèmes de santé, les troubles de santé, et même les circonstances du décès parfois. Donc un arbre purement corporel en fait. Ça c'est très important parce que là le livre effectivement il est sur le corps, donc on va regarder si on a des symptômes. C'est pas des symptômes chroniques, ils ont commencé à tel âge, etc. Donc il y a ce raccordement du symptôme à quelque chose qui a existé. Est-ce qu'on est en train d'imiter un membre de notre famille? Est-ce qu'on est en train de s'y identifier? Est-ce qu'on essaie de le sauver a posteriori? Dans les maladies graves, on peut tenter inconsciemment de sauver un parent en reprenant le symptôme à notre compte pour espérer le faire revivre. Vous savez que ça, autant je comprends ce que vous dites, autant les gens qui nous regardent comprennent ce que vous dites, autant je trouve que c'est terrible pour les gens qui subissent ces maladies-là. Oui. Et parce qu'ils se disent, c'est bien gentil de me dire que en fait, j'hérite voilà, se sortir de ça. Quand on est touché dans sa chair
par des pathologies lourdes. Oui, mais justement, ce qui est important, c'est de se dire, se poser la question. Voilà, il y a ces questions-là. Est-ce que j'ai hérité d'un symptôme qui existe déjà dans ma famille? Est-ce qu'une personne a beaucoup souffert et est décédée de ce symptôme-là? Je suis en train de le reprendre à mon compte. Au fond, est-ce que je ne serais pas en train de vouloir revivre ces symptômes pour libérer le parent dont je n'ai pas fait le deuil ou pour l'empêcher de mourir? Parce que dans notre psyché cherche à faire revivre des parents décédés, surtout lorsqu'ils sont décédés prématurément d'accidents ou de maladies. Il y a une rupture du lien, quelquefois brutale, et on cherche à les faire revivre. Et dans notre psyché croit de manière archaïque que si nous nous sacrifions, le parent va revivre. Il va réémerger, en fait. C'est comme dans la mythologie, en fait. Mais déjà, rien qu'avec cette réflexion-là, on peut déjà alléger la prise de conscience est terriblement importante. Bon, après, effectivement, il y a l'âge auquel les symptômes apparaissent. Alors, pour en revenir à la question donc, que vous me posiez... Du mariage. Là, on parle de l'actuel. Alors, troisième point très important, quand on a un problème de santé, il faut se demander ce qui se passe dans la famille en ce moment. Parce que la famille, c'est pas seulement du passé. La famille, elle est en constante mutation tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une réorganisation constante avec des personnes qui vont sortir du groupe familial, d'autres qui vont y rentrer. Il y a des déménagements, il y a des naissances, il y a des mariages, il y a des divorces, il y a des remariages. C'est pas parce qu'on a quitté notre famille physiquement qu'elle cesse d'être influente. Au contraire. C'est-à-dire ce qui se passe actuellement dans votre famille peut vous influencer. Donc il y a ces trois questions. Ça veut dire qu'une maladie peut être justifiée? Enfin, peut être justifiée. Ça peut être une réaction à un changement actuel dans votre famille. Mais positif aussi, ça peut être ça peut être positif aussi. Mais qu'on interprète de manière négative? C'est-à-dire que ça peut entamer notre capital affectif. Imaginons, par exemple, que je prends un exemple. Je suis très proche de ma sœur. On habite à côté, on se voit très souvent. Elle est ma confidente, etc. Bon. Et puis, tout d'un coup, elle rencontre quelqu'un. Ça devient sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Là, ce capital affectif dont je bénéficiais avec ce membre de ma famille ou d'autres va être entamé. Parce qu'elle va soustraire une partie de ce capital. Celui qui partage sa vie. Elle va le réinvestir avec quelqu'un d'autre qui va peut-être faire partie de la famille par la suite, mais peu importe. Elle va peut-être déménager. Voilà. Mais moi, je vais être privée d'un certain niveau de relation. Non, je peux y réagir. Tout à coup, j'ai des insomnies. Tout à coup, j'ai des migraines. Tout à coup, je peux avoir toutes sortes de symptômes qui sont une réaction, non pas à ce qui s'est passé dans ma famille auparavant, peut-être, mais ce qui se passe actuellement. Donc c'est pour ça que je pense que dans toute consultation médicale, on devrait se demander, ou même soi-même, tiens, j'ai tel symptôme qui a émergé, qu'est-ce qui vient de se passer dans ma famille? Qu'est-ce qui vient de se passer pour mon frère, mon père, ma mère, mes grands-parents, mes oncles et tantes, le cousinage, mon beau-frère, ma belle-sœur? Tout changement de situation dans le noyau familial peut susciter des réactions inconscientes. Ça peut être la perte des clés. J'ai un petit accident en voiture, j'en ai jamais eu, mais tiens, mon frère vient de divorcer, puis j'ai ce petit... Et alors, à partir du moment où on a bien analysé et on en connaît les raisons, qu'est-ce qu'on fait avec cette information? À partir du moment où c'est faire le lien déjà, parce qu'en général, on ne fait pas le lien. On se dit, c'est par hasard, il m'est arrivé ça, c'est un manque de chance, voilà. Ouais. À aucun moment, enfin très rarement, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans mon groupe familial en ce moment? Voilà, qui fait quoi? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui fait quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en perte de statut social? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une ascension sociale? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé de région, qui s'est expatrié? Vous voyez, c'est ces questions-là qui, à mon sens, font toujours partie du transgénérationnel, mais en ce moment. Mais une fois que vous avez posé la question, qu'est-ce que vous faites de la réponse? Alors, si tant est que vous trouvez la réponse, vous avez trouvé la réponse à la question que vous vous posez, et après... Mon symptôme peut disparaître. J'avais des insomnies, mais j'en ai plus. Voilà, j'ai compris, oui, ma sœur s'est éloignée, j'étais très attachée, on se verra moins. Effectivement, j'ai une perte. On réagit toujours à la perte du lien. On y réagit toujours. Donc oui, Bon, votre sœur va bien.
Alors moi, j'ai pas de sœur, Ah bon, mais, bon, ça va, j'ai un frère. Je pensais que vous aviez pris un exemple. J'ai une belle-sœur. concret. Et dans mes constatations, il y a de nombreuses personnes qui ont des frères et sœurs, effectivement, qui sont là aussi en changement de situation, forcément, et qui vont y réagir, mais sauf qu'en général, encore une fois, on ne pense pas à faire ce lien. Alors, vous savez qu'on a produit beaucoup d'événements au travers du transgénérationnel, des constellations familiales, etc., etc. Et il y a une thérapeute que j'aime beaucoup qui a proposé un petit exercice à ceux qui participaient à nos événements. D'accord. C'est-à-dire, en 2 minutes, dessiner son arbre généalogique. Ah oui. En 2 minutes, temps chrono. Et alors, évidemment, tout le monde est là, oh là là, mais allons-y, chacun est là. Et on relève les copies et on montre le dessin qui a été fait, qui est extrêmement révélateur. Ah oui. Le positionnement des frères, de la mère, du truc, il n'y a pas de lien, rien n'est raccordé. C'est incroyable ce que l'on arrive à lire sur quelque chose qui a été fait, évidemment, dans un laps de temps très court, mais qui en dit long. Qui en dit long parce que, en fait, entre ce qu'on pense consciemment et comment notre psyché voit la famille, c'est complètement différent. Et c'est là où on se rend compte pas nécessairement de la problématique, mais en tout cas peut-être du chemin à faire et de la façon dont on peut on se rend compte effectivement de la représentation qu'on a de sa propre famille. Exact. Et qui n'a pas forcément à voir avec ce qu'on pense consciemment, logiquement. Ça, c'est bluffant. Hein. Ah oui, c'est bluffant. C'est un exercice. Vous faites cet exercice Oui, je l'ai fait. Oui. Je sais que le dessin, parce que ça fait appel au cerveau droit. Et en fait, par exemple, parler d'un problème et le dessiner, ça n'a rien à voir. Évidemment. Surtout quand on est très très mauvais en dessin. Oui. Comme c'est spontané, c'est... Ce qui n'arrange rien. Bon. On a parlé évidemment du lien avec le mariage, on a parlé des secrets de famille, on a parlé de l'horloge généalogique, etc., etc., du fameux pourquoi ces symptômes, quand effectivement j'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, on hérite. Ah oui, on hérite, oui. Hein, d'une maladie, d'une pathologie, quelque chose comme ça. Une naissance. Oui. Vous posez la question, est-ce que la naissance est salvatrice ou génératrice de symptômes? C'est-à-dire qu'effectivement, tout événement contemporain peut nous créer un avantage, enfin nous favoriser notre situation, ou au contraire, ne pas la défavoriser. Tout va dépendre de qui fait quoi dans la famille, à quel niveau. Est-ce que c'est au niveau de nos oncles et tantes, de notre cousinage, de nos frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut nous influencer en positif ou en négatif. Ça dépend de la place que l'on occupe, effectivement. Alors, en général, on se réjouit la plupart du temps d'une naissance. On se réjouit d'une naissance, mais la naissance peut aussi provoquer des réactions parce que tout enfantement peut réactiver la manière dont nos parents nous ont conçus, toute la filiation précédente. J'en veux pour exemple un jeune homme qui m'a consulté récemment et qui a eu un petit accrochage à moto. Bon, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Il était à l'arrêt en plus. Une voiture est venue le percuter. Je dis, mais et alors on en parle et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il me dit, ma compagne vient de m'annoncer qu'elle attend notre premier enfant. Voilà, par exemple, un événement bouleversant, ô combien bouleversant, parce que notre arbre généalogique, c'est avant tout une filiation. Et donc, chaque grossesse est susceptible, surtout le premier enfant, est susceptible donc de réactiver toutes les relations précédentes, hein, c'est-à-dire la manière dont on a été conçu, la relation avec notre père, notre mère, etc. Et lorsqu'on devient soi-même parent, enfin là, le jeune homme va devenir père, et ça fait écho donc à la relation qu'il avait avec son père, ou que son père avait avec lui. Mais quel rapport, je ne comprends pas, quel rapport avec l'accident de moto? Là, c'est bouleversant. Donc ça va créer, comme c'est bouleversant, comme il y a peut-être des choses irrésolues, hein, puisque je ne pense pas qu'il avait justement parlé de faire les constellations familiales à l'âge de 20 ans. Lui est beaucoup plus âgé, il a déjà une trentaine d'années. Il n'y a pas eu de constellation familiale, il n'y a pas eu d'analyse du roman familial. Donc là, effectivement, il y a des réactions bouleversantes à la future paternité. Donc, on peut perdre ses clés, on peut avoir un petit accident, on s'y attendait pas, mais en coïncidant justement avec l'annonce d'une filiation à venir. Donc ça veut dire que... Mais ça peut être dans l'autre sens. Ça peut être, par exemple, j'ai le cas d'un monsieur qui
est allé voir sa fille à la maternité. Il rentre dans un bureau de tabac à la sortie, il gagne au loto. J'ai le cas. Là, la naissance de sa fille, et puis après, j'ai un autre cas d'un monsieur qui a été tardivement père et qui a trouvé du travail alors qu'il était au chômage depuis 2 ans, quand sa fille est née. Voilà. Oui, ça peut être quelque chose de très positif aussi. Tout dépend. Tout dépend du... Il a gagné voilà. beaucoup au loto, monsieur? Alors, je ne me rappelle pas combien il a gagné, mais il a gagné, oui. Ah, pas mal. Juste en sortant. Bon, ceci dit, sympa. Il sort de chez le buraliste. Oui. Il prend un petit jackpot. Sa fille vient d'accoucher. Oui. Bon, il va mettre bien le bébé, quoi. Ah ben bien sûr. Hein? Bien sûr. On est pas mal, là. Ben là, c'est une belle coïncidence. Bon esprit. Et quelquefois, c'est vrai que la mise en place de l'affiliation fait sortir des difficultés aussi. Ouais. C'est pour ça que dans ce chapitre sur les réactions à l'enfantement, vous parlez des enfantements soit naturels, soit les PMA, les FIV et autres. Ça aussi, ça joue, il y a une connotation. Mais le truc de dingue, c'est qu'on peut tout analyser, quoi. Oui, bien sûr. Et il faut d'ailleurs, je pense. Ah, c'est vrai, vous croyez? Oui. On rentre pas dans une espèce d'un chemin de croix, là, à tout vouloir comprendre, analyser. Pourquoi, c'est quand même beau de vouloir comprendre ouais, notre vie. Et même la vie en elle-même, en fait. Parfois, vous avez des gens qui vont vous dire c'est pas mieux de se laisser un peu porter par... Bien sûr, il y a des moments dans l'existence où on n'a pas le temps ni l'envie. Non, mais c'est parce que quand on commence à s'intéresser à ces sujets de la transgénéalogie, etc., la psychogénéalogie et autres, on peut vite tomber dans une espèce d'addiction, voire peut-être même de paranoïa, à tout vouloir comprendre, à tout se dire, bah, tiens, s'il m'arrive ça aujourd'hui, nom de Dieu, j'ai pas mis les mêmes chaussettes, ah bah tiens, si ça se trouve, il y a un autre truc. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire on peut vite tomber dans ce délire. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne seront pas intéressés, forcément, il y a des personnes qui ne seront pas intéressées, il y a d'autres qui seront très intéressés, tout dépend du cheminement intellectuel, de l'éveil intérieur. Voilà. Mais ça veut dire que votre automatisme, vous avez un automatisme aujourd'hui, vous, qui consiste à tout analyser dès que vous vous retrouvez face à une situation? Mais même pour moi, imaginons, j'ai dit tout à l'heure, perdre ses clés. Bon. Ouais. Si je perds mes clés, bon, ça m'est pas arrivé depuis longtemps, heureusement, mais imaginons que je perde mes clés ou que j'ai un contretemps important, je me demandais pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille au même moment? Voilà, oui, je vais me poser la question. Alors, il n'y a peut-être pas de lien, mais je vais quand même me poser la question. Et le fait de se poser la question enraye le truc? Eh oui. Je pense que c'est ce qui permet de couper. Je pense, bien sûr, parce que la compréhension, c'est un effort de la conscience. C'est un effort de la conscience, donc forcément, ça va permettre de... Parce qu'on pourrait se demander quelle est l'utilité de le faire. L'utilité, c'est de couper un schéma répétitif ou couper quelque chose qui pourrait nous impacter. Enfin... Oui, bien sûr. Là, par exemple, je prends l'exemple de mes clés. Si je comprends pourquoi je les ai perdues, je peux les retrouver. Si je ne me pose pas la question, peut-être que je ne les retrouve pas. Si j'ai un symptôme, si par exemple j'ai de l'insomnie tout à coup, puis je comprends que c'est parce que mon père vient me dire qu'il est au chômage, donc j'ai peur qu'on n'ait plus assez de revenus, il y a toute la question du statut social, etc. Ça m'angoisse. Mais si je comprends que c'est à cause de ça, le symptôme, il peut disparaître. Ok, c'est à cause de ça. Mais si je fais pas le lien, ça va être plus compliqué. Je peux aller chez le médecin et dire, voilà, je sais pas d'où ça vient, pourquoi tout d'un coup... Voilà. L'important, c'est de faire le lien avec quelque chose de l'ordre du passé familial, de l'ordre du présent familial ou de l'ordre du temps généalogique, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à une date, il y a des dates qu'il va falloir éviter, par exemple. Hein. Vous n'allez pas partir faire une escalade en montagne si vous savez que votre oncle est décédé en montagne tel jour. C'est sûr. Forcément qu'il y a des choses... c'est sûr, et voilà. ça parle à tout le monde, hein, on est bien d'accord, hein, c'est sûr. Le deuil. Oui. Hein, vous en parlez évidemment du deuil, vous prenez, puisqu'on parlait des personnalités tout à l'heure avec Jack Nicholson, vous parlez de Belmondo. Oui, par exemple, on a parlé récemment de Paul Belmondo qui a quitté sa femme après 35 ans de mariage. Tout d'un coup, ça a surpris tout le monde, mais sa mère venait de décéder. Voilà, par exemple. Il y a beaucoup de réactions à la perte. Lorsqu'un de nos parents décède, il y a très très souvent un changement de vie. Et très souvent aussi un désinvestissement affectif avec le conjoint et un renouveau. Alors oui, c'est très très fréquent.
la réaction à la perte, c'est majeur. Il y a une cassure qui peut s'opérer quand dans le couple. Il y a la fin, très souvent, moi j'ai vu, lorsque les personnes viennent en consultation et me disent mon père ou ma mère vient de décéder, très souvent, il y a un désinvestissement. C'est pas systématique, mais il y a l'envie d'une relation extra-conjugale, il y a l'envie de faire autre chose, il y a une espèce de coupure. Oui, c'est net. Vous savez que je vais tout analyser maintenant. Mais j'espère bien. Que je vais faire attention à tout. En tout cas, je vais essayer. L'idée, c'est de trouver du lien. Hein. On est bien d'accord. C'est ça. Et alors, pour terminer, vous parlez évidemment de guérison. Parce que c'est important quand même, avec des actes symboliques et des outils que vous... Alors, je donne par exemple quelques exemples. Apposer une photo d'un défunt ou d'un traumatisme sur une zone douloureuse du corps. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de réactions à la perte. Hein. Lorsqu'on a perdu un parent, surtout si cette séparation a été précoce, en fait, il y a beaucoup de somatisation et des réactions dermatologiques peuvent être dues à des pertes, effectivement. Et quelquefois, je demande aux personnes d'apposer la photo du parent dont on a été séparé sur des parties du corps. Un certain nombre de minutes ou un certain nombre de jours qui sont équivalentes à l'âge qu'avait le parent au moment de son décès, par exemple. C'est-à-dire que dans l'acte symbolique, il y a des éléments qui vont reprendre le trauma. Voilà. Mais ça peut être se rendre sur la tombe d'un parent qui nous a maltraités aussi. Ça peut être plein de choses, les actes symboliques. Comme porter un pull serré pour ressentir les limites du corps. Alors ça, c'est un thérapeute américain qui avait... Ça m'a fait sourire. Hein, mais... Oui, c'est un thérapeute américain qui reçoit une jeune femme qui ne sent plus les limites de son corps. Donc, au lieu de lui expliquer pourquoi et comment et d'où ça vient... Porte un pull. Il lui a dit, vous allez acheter un pull très très serré, vous allez le porter tout le temps, et là, vous allez ressentir les limites de votre corps. Mais c'est génial, parce que finalement... Il n'y a pas de discours, parce qu'on ne guérit pas forcément avec la parole, on guérit aussi avec des actions. Et là, c'est magnifique, parce que finalement... Alors j'imagine, le troisième point qu'on a noté, mettre un costume de super-héros pour renforcer l'image de soi. Alors j'imagine la situation... Ça, c'est pas moi, c'est Jodorowsky, hein, parce que quand même, on lui doit beaucoup concernant les... Oui. Alors ça, c'est magnifique. Avec un homme très déprimé, voilà, bon. qui porte un costume de Superman pendant un certain nombre de jours. Non mais... Et c'est vrai que ce qu'on porte sur soi a beaucoup d'influence. Voilà. On ne peut pas changer notre corps, mais on peut changer ce qu'on porte sur notre corps. Et Jodorowsky, il a dit ça. Jodorowsky a écrit plusieurs ouvrages sur la psychomagie, donc l'utilisation des actes symboliques, voilà. Exact. Et il en a créé énormément, qui sont au carrefour de la thérapie brève, de la pensée sauvage, etc. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est ce que mon ami Moreno Fazzari, qui était d'ailleurs son disciple. Son disciple, évidemment, qu'il a formé, qu'on connaît très bien ici, dit suggérer à certaines personnes quelques actes de psychomagie, et notamment il disait à une femme de s'habiller en homme pendant 3 jours. Oui, tout à fait. Mais en homme, hein, voilà, un bon bûcheron. Voilà. Et apparemment, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Utiliser la visualisation ou l'hypnose pour percevoir les empreintes familiales, créer et détruire un masque portant les traits d'une émotion enfouie, réaliser une chirurgie symbolique. Ça, c'est du Jodorowsky aussi. Ça, c'est du Jodorowsky. Mais c'est vrai que c'est quand même très, très intéressant aussi, parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait allonger les personnes et mimer, en fonction des symptômes, une véritable opération. Et je pense que ça parle énormément à l'inconscient, parce que c'est une théâtralisation, en fait, et qui peut, alors je dis pas guérir, mais tout au moins peut-être alléger le symptôme, oui. Porter un sac rempli de pierres pendant une durée précise pour symboliser le fardeau. Un fardeau, une culpabilité aussi que l'on porte, qui a été créée, ou qui est réelle parfois. Effectivement, on va porter pendant un certain nombre de jours un poids assez conséquent, voilà, qui va représenter en fait un événement passé ou quelque chose que l'on porte depuis longtemps. Bon, essayons pour les personnes qui
qui ont un entourage très proche. Oui. Essayons de faire ça discrètement. Oui, bien sûr. Hein, entre le truc de super-héros. C'est-à-dire que celui qui veut cumuler le super-héros, le fardeau, et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein, à un moment donné. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prononcer « je te rends ta maladie ». Ah oui, ça, on peut se... Avec le geste qui va avec. Tout à fait. Quand les parents sont décédés, on peut se rendre sur leur sépulture et dire, voilà, je te rends ta maladie. Effectivement, surtout lorsqu'on a les mêmes symptômes, les mêmes fragilités. Oui, je te rends ta maladie, elle t'appartient et je veux retrouver ma liberté. C'est passionnant de vous lire, Elisabeth, comme tous les autres ouvrages. Hein. Je ne peux pas les montrer tous parce qu'il y en a une pléthore quand même. Hein. Combien vous en avez écrit là? Il y en a une vingtaine. Une vingtaine, oui. Il y a quand même ce qu'il faut. Donc voilà. Le dernier est ici, Mon corps généalogique, chez Guy Trédaniel, Elisabeth Horowitz. Pourquoi j'ai dit ski? Parce que je suis resté sur Jodorowsky. Voilà. Vous l'avez suivi, Jodorowsky, ou pas? Ah oui, je l'ai fréquenté pendant de nombreuses années, il y a très longtemps. Je l'ai connu en 1985, à l'époque où il faisait son cabaret mystique à Paris, tous les mercredis. Et oui, je l'ai côtoyé pendant longtemps. Je connais bien. Merci beaucoup, Elisabeth, en tout cas. Vous devez être quelqu'un de très apaisé, pour le coup, alors, parce que vous avez dû régler toutes les situations qui vous posaient questionnement. Je pense que... Oui, bien sûr. Et puis, on acquiert après une certaine paix intérieure, heureusement, avec l'âge aussi, et tout le travail qu'on fait, heureusement, ça porte ses fruits. C'est clair. Merci beaucoup. On met les liens autour de la vidéo pour vous procurer cet ouvrage. On peut vous consulter. Vous faites les consultations en visio et tout ça? Vous consultez plus? Simplement, je réponds gratuitement aux personnes qui m'écrivent et justement en proposant gratuitement des actes symboliques. OK. Voilà. Sur des problématiques bien précises. Bien précises. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est moi. Merci infiniment. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Merci de votre attention, merci de vos soutiens, merci de vos partages. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.